Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast dont je n'ai à l'heure actuelle pas du tout l'idée de nom. Je sais absolument pas comment est-ce que je vais l'appeler, mais ça viendra probablement d'ici le prochain épisode. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir un format de discussion, un format d'échange, qui est certes unilatéral puisque je parle tout seul devant mon micro, mais qui est surtout un peu plus intime et qui est un peu différent de tous les formats que j'alimente aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent, vous me retrouvez aujourd'hui principalement sur Telegram et sur Twitter. Donc c'est beaucoup de contenu écrit, parfois, voire même assez souvent de temps en temps selon les périodes, quelques photos, quelques vidéos, des screenshots de résultats, des photos de ma petite zone logistique entre guillemets, de moi qui expédie des cartons, etc. Voilà, vous avez surtout du contenu de cette façon-là. Et l'idée, c'était de diversifier avec un format qui est aussi un peu plus long, qui est honnêtement moins contraignant pour moi à préparer, à enregistrer. J'ai aussi une chaîne YouTube, certains m'ont sûrement découvert par ce biais-là, mais pour moi, dont le business de formation et de partage comme ça de contenu d'infoprenariat, c'est pas du tout mon activité principale, ça demandait beaucoup trop de temps aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais tout seul, que je délègue absolument pas parce que la taille de cette activité-là ne le requiert pas. Donc voilà, je pense que c'est une bonne alternative. Je vais tâcher de me tenir à au moins un épisode par semaine. Voilà, là il est 19h40, on est lundi soir. Je pense que c'est le bon créneau pour enregistrer des épisodes, en tout cas là sur les 3 à 6 prochains mois. L'idée donc c'est à la fois de partager du contenu sur moi, mon business model qui est la vente d'e-book, et pas vraiment la vente de formation, et de vous faire un petit peu, de vous partager un petit peu les coulisses de cette activité-là qui est, je trouve, encore assez mystérieuse. Il y a assez peu de personnes qui en parlent. On voit souvent les mêmes choses passer, de la création de contenu, de la vente de formation, du dropshipping, de la vente de services. Voilà, ça tourne souvent autour de ces sujets-là. Donc l'idée, c'était, ben voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont déjà dans ce business-là, peut-être ceux qui cherchent à se lancer, d'avoir une source, un appui sur lequel, ben voilà, ils peuvent se documenter et pourquoi pas ben, lancer une activité. Le podcast, j'ai honnêtement aucune idée de combien de temps est-ce qu'il va durer. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que je vais pas être essoufflé trop vite. J'ai prévu mon petit verre d'eau au cas où, si jamais je sens que j'ai un petit peu la gorge sèche. J'espère que mon micro donnera un bon rendu. Vous n'aurez pas trop de problèmes au niveau de l'écoute. C'est quand même le truc principal quand on écoute un podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours suite à ce premier épisode pour ceux qui l'écouteront. Éventuellement à me proposer également une idée de nom pour le podcast. Ça m'ôtera une épine du pied. Parce que je suis pas si je vais trouver quelque chose qui me convienne, qui soit à la fois assez précis et à la fois assez généraliste pour pas m'enfermer dans un truc que je vais pas tenir. Donc voilà, passé cette introduction, quelques règles que je me suis imposées, avant de lancer ce podcast pour être un assez gros consommateur de podcasts en général, que ce soit en français ou en anglais. Il y a quelques trucs que j'aime pas et que je vais tâcher de pas reproduire. Le premier truc, c'est les petits pluriparasites, c'est une chose, mais c'est surtout les moments un petit peu de blanc où les gens hésitent et répètent plusieurs fois la même chose. Voilà, tous les moments d'hésitation où justement on dit trop souvent des choses comme ça, ça a tendance un petit peu à m'agacer moi, donc voilà, je sais pas si c'est aussi votre cas. En tous les cas, je vais tâcher d'éviter ça. Petit partage personnel aussi sur la façon dont j'enregistre le podcast. C'est un petit hack de productivité selon moi. Pour ceux qui ont jamais essayé de travailler debout, je vous le recommande vivement, surtout par la saison là actuelle, l'été où on est un peu mollasson et on n'a rien envie de faire. Le moindre truc nous donne chaud, on colle à la chaise, etc. Je vous passe les détails. Je pense que de travailler debout, c'est un vrai petit hack de productivité. C'est quelque chose que j'ai incorporé moi dans ma façon de travailler depuis, je dirais, une demi-année. Alors vous avez deux options pour ça. Soit vous avez même trois options. La première, bah, c'est d'acheter le bureau qui se lève, là, le truc que vous avez sûrement déjà vu dans des vidéos de gens qui font pas mal de. Je crois que San Leloup, par exemple, en a un. Bon, c'est une option qui, moi, me plaisait pas de par le volume, la taille que ça prend, la place que ça prend. C'est juste monstrueux, il y a des câbles qui sortent de partout. C'est pas hyper joli. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des photos de l'intérieur de ma maison.
et c'est plutôt ancien avec du parquet, etc. Ça colle pas du tout à la déco. Donc voilà, moi j'ai plutôt opté pour une autre option. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ça fait une espèce de plateforme sur des pieds assez hauts avec des petits rangements. Il y a un petit bloc de rangement. Ça fait vraiment comme un pupitre assez haut et avec des petits barreaux au niveau des pieds pour que moi, bah, justement, je puisse caler mes pieds. Voilà, ça prend pas de place, ça se met bien ça se met un peu partout. Vous pouvez le trimballer où vous voulez dans votre maison. Et honnêtement, c'est super pratique. Moi, je sais que le matin, quand je me lève par exemple et que je check mes mails, le reporting de la veille, etc., je me mets à cet endroit-là, je l'ai calé à côté de la fenêtre et c'est plutôt agréable. Voilà, et sinon, bah, c'est tout simplement la méthode un petit peu plus, je dirais, artisanale, où vous allez empiler des boîtes de chaussures, des livres, etc. Je parle bien sûr en connaissance de cause, j'ai commencé comme ça. Et si vous voyez ben, que ça vous plaît, pourquoi pas essayer de trouver une alternative à ça. Voilà, donc ça c'était le décor un petit peu que je plante. On va enchaîner sur une anecdote perso et en même temps un partage un peu de connaissances, je dirais, ouais, voilà, c'est une anecdote perso. Du coup, en ce moment, j'ai une passion pour les family business. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en gros, j'entends par là tout ce qui est un peu les dynasties familiales. Euh, pour ceux qui connaissent pas une dynastie familiale, on estime que c'est quand une entreprise, si je dis pas de bêtises, s'est passée au moins entre 6 générations. Typiquement, la famille Hermès, la marque de luxe que vous connaissez sûrement, c'est une dynastie familiale. La marque Louis Vuitton, il me semble que ça a été une dynastie familiale, mais aujourd'hui ça l'est plus. Voilà, c'est passé entre les mains de la famille Vuitton, d'un certain Henri Racamier, et ça a été racheté par notre cher Bernard Arnault. Voilà. Euh, Passé cette petite introduction sur les family business, pourquoi est-ce que ça me passionne? Parce que je trouve qu'il y a énormément de valeurs qui, moi en tout cas, me parlent sur la transmission, sur la notion d'héritage, sur le fait de construire quelque chose de stable, de durable. Personnellement, quand je me suis lancé, donc à l'époque c'était en dropshipping, en e-commerce, il y avait vraiment un truc qui m'obsédait et ça continue un petit peu de m'obséder. Euh, c'est vraiment ce côté de je construis quelque chose qui va durer. J'ai pas envie de m'investir dans quelque chose que je vais faire pendant peut-être 1, 2, 5 ans pour que ben, dans une dizaine d'années, ben, je me retrouve avec un truc qui a plus trop de valeur, qui a juste été là pour surfer sur une tendance, où j'ai pas vraiment capitalisé sur mes clients, sur ce que j'ai créé, etc. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'horripilait un peu et qui m'horripile toujours. J'ai pas du tout envie de construire quelque chose pour être dans cette optique-là. Donc ça a été une obsession et de me dire ce que je fais là, il faut que ça me serve aussi dans 10 ans. Et idéalement, peut-être qu'un jour, je pourrais le transmettre à quelqu'un. Voilà. Et donc, par extension, bah, je me suis intéressé aux entreprises familiales, aux personnes qui arrivaient à construire ça from scratch. Comment est-ce qu'elles faisaient pour se le transmettre? Quelles avaient été un petit peu les caractéristiques, les critères qui ont fait leur succès? Et à chaque fois, honnêtement, on retrouve le même schéma un petit peu, hein. Je vais vous partager 2 livres que moi je vous recommande de lire, et après je vous expliquerai un petit peu ce que je vois qui se répète dans chacune des histoires. Euh, le premier livre, c'est tout simplement Family Fortune. C'est un livre qui a été écrit par Bill Bonner et son frère, je crois. C'est 2 types qui ont je crois que c'est la plus grosse newsletter dans le domaine financier aux États-Unis. Ça s'appelle Agora Publishing pour ceux qui connaissent. Ils ont écrit ce bouquin et ils expliquent dedans en fait ben, leur vision de la fortune familiale, comment est-ce que l'argent doit être investi, comment est-ce que ça doit se transmettre, comment est-ce que on éduque ses enfants, etc. C'est vraiment très global et ça parle à la fois de notions très business et ça parle aussi de côtés très familiaux, de comment est-ce que tu éduques tes enfants, comment la relation que ta femme doit avoir avec tes enfants, qui doit aller travailler. C'est vraiment c'est assez bien fichu, moi je trouve, et ça va assez loin. Bon, le seul petit reproche, c'est que c'est un livre qui est uniquement en anglais. Donc, si vous n'avez pas de notion d'anglais, ça va être compliqué. Et ils expliquent pas mal de choses aussi au niveau des taxes, au niveau
bah, voilà, comment est-ce qu'on optimise fiscalement son argent, etc. Donc c'est très orienté américain malheureusement, donc ça apportera pas grand-chose aux gens qui sont français. Mais il y a quand même des visions qui peuvent se rejoindre sur la notion de ben, je cherche à suroptimiser fiscalement. Il y a des gens, je sais par exemple que leur projet de vie, c'est plus ou moins, j'exagère, mais leur projet de vie, c'est plus ou moins de payer le moins d'impôts possible. Bon, c'est pas quelque chose que j'estime, c'est pas quelque chose que moi je vise. Certes, j'ai pas envie de me faire tondre comme un mouton, mais c'est pas non plus mon projet de payer le moins d'impôts possible. Donc voilà, il parle de tout ça, il donne des exemples assez concrets. Donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est un livre de Yann Carlo, dont j'ai à l'instant perdu le nom, mais je vous le retrouverai, je vous mettrai en lien sous l'épisode du podcast. Yann Carlo, il me semble qu'il a travaillé dans plusieurs maisons du luxe. Il est devenu journaliste, il a écrit plusieurs livres. Et le livre en question est vraiment super intéressant. Il retrace le parcours de plusieurs familles. Donc il y a notamment la famille Hermès, on a, il me semble, Chanel, on a, il me semble, Louis Vuitton, on a Rolls-Royce, Cartier, que des belles maisons comme ça. Et c'est assez bien, ça se lit assez facilement. À chaque fois, je dirais qu'il y a une trentaine de pages sur chaque famille. Et du coup, on en vient aux critères qui ont fait leur succès. À chaque fois, ça se répète, c'est assez simple. Et c'est flagrant vraiment avec certaines maisons. Il y en avait une autre aussi, c'était Ferragamo. Je sais pas si vous connaissez, moi avant de lire le livre, je connaissais pas du tout. Euh, Toutes ces maisons-là, certes, elles ont commencé, elles sont nées à des époques où c'était très important très important, où le savoir-faire avait vraiment, il y avait vraiment de la reconnaissance pour les artisans, les gens qui fabriquaient avec leurs mains, entre grosses guillemets. Et c'est des gens qui, clairement, au tout début, se sont positionnés, ont fabriqué un produit, ils l'ont fait très très bien. Et bien sûr, à chaque fois, ils se sont adressés à une clientèle qui était plutôt haut de gamme, voire plus plus. Typiquement, Ferragamo, alors il y a une histoire qui est assez terrible pour la famille, mais ça, vous le découvrirez si vous lisez le livre. Mais à la base, c'était uniquement des chaussures. Aujourd'hui, ils font toutes les marques de luxe, si vous regardez, aujourd'hui, elles se sont énormément diversifiées, donc elles font absolument tout, du prêt-à-porter, de la maroquinerie, voilà, elles ont toutes leur petite gamme. Mais à la base, elles ont un cœur d'entreprise, un cœur de savoir-faire, et c'est ça qui a fait leur réussite, leur renommée tout au long des années. Louis Vuitton, vous le savez, à la base, c'était des valises, des valises pour le voyage. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rolls-Royce, vous connaissez forcément, c'était des voitures à la base. Aujourd'hui, il me semble qu'ils font même des moteurs d'avion. Donc voilà, à chaque fois, c'est des maisons qui se sont spécialisées dans un domaine, qui se sont adressées à une clientèle bien particulière et qui se sont développées comme ça. Ce qui est aussi intéressant de le découvrir dans leurs histoires, c'est la façon dont elles se sont développées, à la fois sur le territoire et internationalement. Euh, ouais, c'est vraiment des histoires qui sont passionnantes. En tout cas, moi, en ce moment, c'est un peu mon obsession. Je vous mettrai encore une fois les liens des livres si ça vous intéresse. La passerelle parfaite, sur le prochain sujet, c'est sur une idée d'investissement, un investissement que je partage avec vous, que je viens un petit peu de découvrir et qui me plaît beaucoup. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je partage souvent les livres que je lis. J'essaye d'en lire à peu près un ou deux par mois. Et j'en achète énormément d'avance pour jamais être en rupture de stock. Et dans cette continuité-là, je me suis intéressé à une façon d'investir son argent un peu plus fun que la bourse. Tous les mois, je place pas mal d'argent en bourse, mais bon, c'est pas hyper marrant. Donc j'ai découvert qu'on pouvait aussi investir dans les livres anciens, des livres avec des reliures particulières, des, des dessins particuliers faits par des personnes avec des noms particuliers, typiquement des livres où il y a des dessins de Pablo Picasso, des choses comme ça. Alors je dis pas du tout que j'ai un livre de Pablo Picasso, pas encore en tout cas, mais voilà, c'est en tout cas quelque chose que je découvre. C'est un vrai placement d'argent qui est intéressant, qui est même un petit peu moins risqué que l'art de tout ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Il y a moins cette notion de la cote de l'artiste, etc. Là, on est vraiment sur le livre. Il a un sujet qui a une tendance, qui a une valeur en tout cas. Il a une façon d'avoir été relié qui peut apporter de la valeur. L'auteur ou les dessinateurs qui peuvent encore apporter de la valeur et les dessins éventuellement et l'âge du livre. Tout ça, c'est des critères qui, une fois cumulés,
vous donne la valeur d'un livre, et c'est quelque chose qui est plutôt stable dans le temps, voire qui a tendance même plutôt à augmenter, puisqu'en général, c'est des livres qui sont faits, qui sont imprimés dans série limitée. Donc on n'en a pas des milliards qui sont imprimés. Voilà, il y a une notion de rareté qui est aussi intéressante. Donc voilà, c'est mon petit investissement plaisir que je vais commencer à mettre en place. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller vous rendre sur le site livre-rare-book.com. Vous avez des livres qui vont de 50 euros à... là, je vois, j'en ai un sous les yeux qui vaut 1400 euros. Bon, pourquoi pas. Voilà, pour ceux qui aiment les livres, en tout cas, pour ceux qui aiment le papier, moi, je trouve que c'est une super idée d'investissement. Attention, pour ceux qui se lancent là-dedans, attention aux conditions de conservation. Ça reste des œuvres qui en général sont assez anciennes. Elles craignent la lumière, elles craignent l'humidité. Attention à la poussière. Si vous avez des animaux, faites attention aux griffes. Ça peut vite devenir dangereux et terrible. Donc voilà, hormis ces petits critères-là et la place que ça peut prendre aussi, si vous commencez de lâcher 1000, 2000 euros dans un livre, bah, il faut le mettre dans une vitrine potentiellement. Voilà, essayer de bien le ranger, bien le conserver. Donc voilà, mais hormis ces critères-là, moi je trouve que c'est un investissement qui est plutôt sympa, qui est moins compliqué que l'art, et c'est accessible honnêtement à tous les prix, hein. Vous pouvez acheter, je vous l'ai dit, des livres à 50, 70 euros, 100 euros. Vous avez déjà des jolis livres. Pour continuer là-dessus, j'en parlerai sûrement plus dans d'autres épisodes, mais ma philosophie de l'investissement, c'est un mix de quelques investissements plaisir, comme les livres. Donc c'est plaisir, mais ça, à mon sens, ça reste assez raisonné puisque je comprends le sujet, je m'y intéresse longtemps avant d'acheter, des choses comme ça. Et un mix de choses très basiques et, pour le dire vulgairement, très chiantes, typiquement en bourse. Aujourd'hui, c'est le truc le plus pénible, je dirais, le plus classique, mais c'est l'investissement bon père de famille. J'ai aussi, avec ma compagne, un petit investissement immobilier. On a acheté notre maison, on a fait les travaux dedans, etc. Voilà, et les gros piliers, en tout cas, de mon investissement aujourd'hui, donc c'est la bourse, un petit peu d'immobilier que j'aimerais bien développer dans le temps, euh, peut-être quelques livres dans quelques mois, et pas mal de matières premières, un petit peu d'or et beaucoup d'argent. Je sais pas si c'est quelque chose qui parlera à tout le monde, mais je fais absolument pas de collection, je suis absolument pas passionné par tout ce qui est l'univers des numismatiques, on appelle ça comme ça. Simplement, l'argent, pour moi, c'est une valeur refuge. Je sais que la pièce que j'achète à X euros, elle a cette valeur-là, et potentiellement le cours de l'argent peut augmenter pour plein de raisons politiques, économiques, etc. Voilà, ceux qui se renseignent là-dessus comprendront et verront de quoi je parle. De toute façon, si c'est un sujet qui vous intéresse, il n'y a pas de souci, je pourrais parfaitement l'aborder. On va rentrer dans le cœur du sujet et de mon expertise. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, de combien de temps. Donc ça fait une vingtaine de minutes que j'enregistre. Je pense honnêtement que ce premier épisode fera à peu près une grosse demi-heure. Je pense que j'arriverai pas à tenir plus longtemps pour l'instant. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, c'est vrai que j'aurais pu commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jules, j'aurai 25 ans dans quelques semaines. Et depuis à peu près 3 ans, en gros, mon activité, c'est de vendre des PDF sur des sites Shopify et sur Amazon KDP sans jamais montrer mon visage. Tous les sites que j'ai développés, tous les produits que je vends, ils sont complètement décorrélés de mon activité. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de vendre, je crois, 3 ou 4 sites depuis que j'ai commencé. Euh, j'ai un site, mon activité aujourd'hui est structurée autour d'un site mère, je dirais. C'est un des premiers que j'ai lancé, qui a rapidement pris et qui m'a permis de rapidement vivre de mon activité. Autour de ce site-là, ben, j'ai dupliqué le business model qui est la création d'e-book, d'en faire autour d'une marque, d'une niche très précise, de créer un petit catalogue produit d'une dizaine de PDF et de développer ça sur le long terme en SEO, par email, avec de la publicité, etc. Euh, donc ce site mère, des petits sites satellites, certains je garde, et en général je vois plutôt ça comme de l'incubation entre guillemets entre 1 et 2 ans, et au bout d'un certain temps je revends le site avec tous ses actifs. D'où les 3-4 sites que j'ai vendus depuis que j'ai commencé. Voilà pour mon activité. Pour ceux qui connaissent pas Amazon KDP, KDP pour Kindle Publishing,
c'est tout simplement la branche d'Amazon qui vous permet d'éditer, de vendre des livres Kindle et des livres brochés et même des livres reliés. Voilà, ça coûte 0 € de créer un compte. C'est pour moi le business model le plus accessible aujourd'hui. Ça coûte rien. Amazon prend simplement, simplement entre guillemets, parce que c'est une commission qui est quand même assez importante, mais ça reste juste ça. Ça coûte rien d'héberger ses livres sur Amazon et au contraire, ça vous permet de le mettre sous le nez d'énormément de personnes. Voilà pour mon activité. L'idée de ce podcast à la base, c'était de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut devenir l'expert de sa niche quand on veut se lancer dans ce business model-là, de la vente d'e-book. C'est clairement le nerf de la guerre selon moi. C'est pas toute la partie rédaction qui est la plus importante. Une fois qu'on a compris et qu'on maîtrise le process, ça se fait assez rapidement. Mais clairement, le point clé pour moi, c'est le choix de la niche et comment est-ce que vous l'abordez. La niche du sport et même du fitness en général, elle peut s'aborder mais de 100 façons différentes. Dans le fitness, vous avez le fitness en soi, ça pourrait être une niche en elle-même. Vous avez la musculation, vous avez le crossfit, vous avez l'haltérophilie, vous avez le bodybuilding. Tout ça, c'est des sous-niches et vous avez besoin d'une seule de ces sous-niches pour débuter un business, lancer un petit PDF, un e-book, et ensuite développer une marque et un catalogue produit autour de cette thématique-là. Juste avec ça, vous pouvez vous sortir de 2 à 5 000 euros. C'est une fourchette assez large parce que selon la sous-niche que vous choisissez, le public est plus ou moins large, mais c'est 2 à 5 000 euros que vous pouvez gagner par mois en vendant des PDF. Donc zéro coût d'expédition, la traduction, l'internationalisation est assez simple. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages, je les partage souvent sur Twitter, vous les connaissez, je pense aussi. Voilà, il y a assez peu de barrières à l'entrée une fois que vous avez sélectionné la niche correctement. Il y a pas mal de personnes qui font l'écueil de se dire ma niche c'est je choisis le fitness pour les femmes qui veulent perdre du poids. En général, c'est tout le temps ce schéma-là, ou alors je fais des recettes saines avec uniquement des légumes, des choses comme ça. Il y a énormément aussi, je vois souvent le dressage canin pour les gens qui viennent d'acheter un chien. Tout ça, c'est des trucs un peu bateaux, honnêtement. Et encore une fois, quand je vous ai expliqué le schéma des niches sous-niches, il faut pas aller enfin moi je considère qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans ce détail-là de c'est le fitness pour perdre du poids. Pour moi, le fitness pour perdre du poids, c'est un livre. Le fitness pour prendre du muscle, c'en est un autre. Et du coup, votre marque, le nom d'auteur que vous allez créer, il doit être autour du fitness et pas du fitness pour perdre du poids. Parce que le problème de choisir fitness pour perdre du poids, vous vous enfermez tout de suite dans une catégorie et très clairement, ça va être compliqué d'en sortir et de développer un catalogue produit, une marque que vous allez pouvoir pousser sur le long terme. Après, ça reste ma méthode. Certaines personnes vont choisir ce positionnement-là, mais très clairement, ça collera pas avec ma méthode. Choisir le process de maigrir, le fitness pour les femmes de plus de 30 ans, ça pour moi c'est un produit qui va dans un tunnel de vente. Vous bourrinez un petit peu en publicité, avec de l'email, etc. Vous poussez votre produit jusqu'à ce qu'il en puisse plus, et ensuite vous changez. Et clairement, c'est pas ma méthode. Je vous l'ai dit au tout début de ce podcast. Moi, ma vision des choses dans l'entrepreneuriat, c'est de créer quelque chose qui dure au moins 5 à 10 ans. J'ai pas encore ce recul-là, mais pour l'instant, comme je vous ai dit, mon plus vieux site, il a 3 ans, et j'espère bien le pousser au moins jusqu'à 5 7 ans minimum. Donc voilà, passer ça, ça c'est un petit peu les bases, la façon dont je vois les choses. Le choix d'une niche, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de crucial. J'ai quelques bonnes pratiques à vous partager pour bien la choisir. La première, c'est assez basique. Vous partez du référencement naturel, du SEO. Donc tout simplement, vous avez une petite idée de thématique. Donc là, l'idée, c'est plutôt de partir d'un sujet assez large. Typiquement, si on va reprendre encore mon exemple de la musculation. La musculation, vous allez sur un outil comme, je sais pas, Ubersuggest ou Answers the Public. C'est des outils qui sont freemium, vous avez, je crois, 3 utilisations par jour gratuites.
Vous tapez votre mot-clé et vous regardez dans idées de mots-clés, questions, suggestions, etc. Et vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils se demandent, qu'est-ce qui les intéresse le plus. Et surtout, vous essayez de voir si vous, il n'y a pas, alors pas une petite étincelle, mais un petit coup de cœur, une petite affinité, je dirais, avec un de ces sujets-là. Euh, et ça vous aiderait potentiellement à développer quelque chose. Ça, c'est la première chose, donc avec le SEO. Vous pouvez aussi, dans la continuité avec le SEO, aller sur Google Trends, voir un peu les tendances sur musculation, qu'est-ce qu'il y a en requêtes associées, requêtes populaires en ce moment, et essayer de voir sur plusieurs périodes de temps, sur les 12 derniers mois, sur les 5 dernières années, depuis 2024, voilà, de voir un petit peu comment est-ce que ça se profile pour tel ou tel sujet. Dans la même veine, vous avez des outils en ligne gratuits, en tout cas freemium, comme Exploding Topic, je ne sais pas si vous connaissez. Exploding Topic, alors c'est surtout orienté marché américain, mais ça donne quand même des insights que je trouve vraiment pertinentes pour peut-être identifier des modes, des tendances qui arriveront plus tard en France, peut-être en Europe. L'idée, c'est tout simplement par thématique, sport, loisirs, cuisine, etc., il vous fait ressortir les sujets qui sont en train d'exploser. Donc là, si par exemple, j'ouvre un petit onglet, je vais sur Exploding Topic. Sur les 5 dernières années, il me dit que Preply, c'est en train d'exploser. Donc apparemment, c'est une marketplace qui doit apprendre qui doit apprendre aux gens comment apprendre une langue étrangère. On a Nomad Visa qui ressort. On a Drop Servicing, Undraw qui est apparemment une solution open source. On a HardGrid, Evtol, l'agriculture régénérative. Ça, par exemple, moi, quand je lis ça, l'agriculture régénérative, moi, j'ai une petite lumière qui s'allume dans mon cerveau et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, un sujet qui potentiellement peut être facilement adaptable en e-book. Donc, apparemment, c'est une approche de l'agriculture qui ne se limite pas aux impacts négatifs à l'environnement, mais qui essaye de l'améliorer, etc. Et si vous cliquez du coup sur le sujet, vous avez en dessous des sujets associés. Vous avez Urban Agriculture, Underground Agriculture, Sustainable Agriculture. Tout ça, c'est des sujets. Là clairement, là, c'est une niche que vous pouvez taper et qui, moi, me paraît super intéressante. Soit l'agriculture régénérative, je sais pas trop ce que c'est. J'ai une vague idée, mais je saurais pas exactement dire ce que c'est. Sinon, agriculture urbaine, ça pour moi, ça me paraît clairement être un sujet tendance. Bref, Exploding Topic, mine d'or, à utiliser sans modération sur les niches que vous exploitez en ce moment pour peut-être améliorer votre positionnement sur des sites existants ou si vous souhaitez lancer une nouvelle activité ou lancer une activité from scratch. Et la dernière petite chose, bon, c'est le truc hyper basique, hein, vous partez de vos passions et vous voyez ce qui en ressort. Une niche qui part d'une passion n'est pas toujours la meilleure chose. On peut s'éclater à faire le site, à créer la marque et tout ça, mais ça peut rapidement trop tourner à l'activité trop perso. C'est-à-dire que les gens vous comprennent pas forcément, vous n'arrivez pas à trouver votre public cible, mais c'est aussi un avantage ultra concurrentiel parce que vous connaissez très bien les problématiques que les gens ont dans cette thématique. Moi, à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte de toujours lancer des sites dans des thématiques que je connaissais un petit peu, que j'avais pratiquées, parce que c'est toujours plus simple pour adapter le vocabulaire, les images qu'on choisit, les produits qu'on crée, qu'on va, les sujets qu'on va aborder dans le blog, etc. Ok, donc ça c'est pour le choix de la niche. Euh, pour la validation de la niche, qui est quand même une étape super importante, j'ai un petit process, je dirais bien à moi. Donc le premier truc, c'est donc pour trouver une niche, vous pouvez passer par du SEO, mais pour la valider, c'est impératif de passer par du SEO. Vous devez vérifier qu'il y ait au moins sur vos mots-clés les plus gros des volumes de recherche assez intéressants. C'est pas le critère qui doit vous faire valider ou pas une thématique. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, à l'origine, quand je me suis lancé sur mon site que j'ai toujours aujourd'hui, mon site entre guillemets mère, j'avais, je crois, 800 ou 1000 recherches par mois.
Aujourd'hui, c'est un site qui génère entre 20 et 25 000 € de CA par mois. Parce que je l'ai développé, parce que j'ai étendu la gamme, le catalogue produit, et cetera. Mais n'empêche qu'à la base, pendant les 2 premières années, c'était uniquement sur ce gros mot-clé-là qui était à 800 000 recherches par mois. Donc voilà, il faut pas que ce soit un critère vraiment, je dirais, qui vous permet de trancher oui ou non je me lance, mais c'est quand même quelque chose d'assez important et de bien maîtriser. Peut-être que le mot-clé de base sur lequel vous vous lancez à l'instant T, il a assez peu de requêtes, mais il faut quand même essayer de prévoir demain et de dire bah, si demain je veux me diversifier et aller taper plus large, je peux le faire. Voilà, c'est plutôt dans cette démarche-là qu'il faut faire le travail en SEO. Donc là, même chose, hein, on va sur SEMrush, on va sur Uber Suggest et on regarde combien est-ce qu'il y a de recherches sur le mot-clé. Est-ce que c'est une intention plutôt commerciale, informationnelle, etc. On analyse aussi bien sûr la concurrence. Est-ce qu'il y a déjà des sites en France qui sont sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a peu? Euh, L'idée, c'est d'avoir le curseur qui est le plus au milieu possible. Pas beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de public, en tout cas personne qui veut acheter ce genre de produit. Peut-être aussi que ça peut être une grosse opportunité, donc c'est à tester, mais assez rapidement avec un seul produit, à mon sens. Et s'il y a énormément de concurrents, est-ce que c'est le bon positionnement? Est-ce que je peux pas me nicher un petit peu mieux, aller m'adresser à un segment de population encore un peu plus précis pour éviter la concurrence, en tout cas quand je me lance? Ça, c'est les deux petites choses assez basiques selon moi. Vous avez ensuite la possibilité de rechercher sur le marché étranger. Un truc qui peut être intéressant, c'est si en France vous avez l'impression qu'il y a assez peu de vendeurs, de commerçants qui distribuent dans cette thématique des produits physiques ou des produits PDF et ou papier, essayez de voir un petit peu ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre. Ça sert à rien d'aller dans des marchés plus exotiques, espagnols, allemands, etc. Ce sera pas forcément pertinent. Vous pouvez le faire, mais c'est un détail. Si sur le marché américain, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de ressources, un peu plus de marques qui ont des sites dans ces sujets-là, euh, c'est pour moi qu'il y a une opportunité sur une thématique. Moi, je me souviens, je trouvais rien du tout, en tout cas monétisé en France. Il y avait que des trucs informationnels, des chaînes YouTube, des blogs et tout ça. Et aux US, il y avait un ou deux sites qui étaient monstrueux avec énormément de trafic. Et clairement, je me suis dit feu vert, pour moi c'est bon, il faut y aller. Et c'est un petit site qui a pas trop mal marché et que j'ai revendu il y a quelques temps en France. Euh, voilà pour ces premières petites étapes. Ensuite, une fois que vous avez tous ces signaux qui sont au vert, vous avez, pour moi, le process, c'est assez simple, hein. Je vous partage des trucs que normalement je donne dans mes formations, mais je pense qu'honnêtement, sur ce premier épisode, il y aura assez peu d'auditeurs. Euh, je crée des couvertures, une ou deux. Je crée le site, la marque, etc. Assez basique, hein. Aujourd'hui, ça me prend à peine 24 heures de faire tout ça. Mais vous, si c'est la première fois que vous le faites, je pense en 48-72 heures, ça doit pas dépasser plus. Ça doit pas dépasser plus que ça. Vous rédigez des fiches produits, ChatGPT est votre ami. Vous trouvez du coup des idées de sujets. C'est là clairement où ce sera aussi un peu game changer. C'est là où eh ben, on verra si vous avez compris ce que votre client potentiel attend de vous ou pas. L'idée c'est d'avoir, je vous dis, deux, trois sujets avec des couvertures associées qui sont bien percutantes, qui fonctionnent bien. Vous lancez ça sur Facebook Ads. Que les couvertures, rien n'est rédigé. Je me suis pas trompé, hein. Vous lancez les couvertures. Les pubs, bon, je vais pas détailler ici, mais des pubs carousel, vous mixez. De toute façon, la créa, c'est clairement le cœur de vos campagnes Facebook Ads. C'est ça qui fera la réussite ou non. C'est pas le paramétrage, en tout cas pas au début. Vous testez 3-4 créas, si possible de la vidéo, et vous voyez ce qui se passe. Si vous avez des signaux positifs, des ajouts au panier, des bons taux de clic, idéalement des achats, c'est à mon sens qu'il y a une demande. Si vous n'avez pas d'achat, pas d'ajout au panier, pas vraiment de réel engouement autour de ce que vous avez lancé, soit il y a quelque chose à tester, il y a quelque chose à améliorer, si vous avez vraiment la conviction qu'il y a une niche à prendre, soit c'est que vous vous êtes trompé et votre positionnement n'est pas bon, votre marque donne pas envie, vos produits, voilà, il y a quelque chose à reprendre. Ça, c'est la façon, avec un peu de budget, honnêtement. Je pense qu'en dessous de 150-200 euros, ça sert à rien de se lancer sur Facebook Ads. Vous n'aurez absolument aucune insight.
Et l'autre façon, la façon un peu plus low cost, là pour le coup, c'est de vraiment rédiger les e-books, le titre, la couverture, le contenu, etc. Et de lancer sur Amazon KDP. Sur Amazon KDP, ça coûte rien, je vous l'ai dit. Vous pouvez faire un petit peu de pub si vous voulez aller plus vite, ou alors il faudra travailler votre référencement. La pub sur Amazon coûte absolument pas, enfin ça coûte vraiment une misère. Et le gros avantage d'Amazon KDP, c'est que vous pouvez créer plusieurs noms d'auteurs ou noms de marques et associer à chaque fois plusieurs et tester du coup plusieurs positionnements entre la marque et la thématique, soit des marques qui n'ont rien à voir dans des thématiques complètement différentes. Vous allez écrire un livre sur le football, vous allez en faire un autre sur la nutrition, un autre sur les régimes, etc. Et là, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est un petit peu sur lesquels vous avez le plus de, je dirais, de traction rapidement. Et s'il y a une des marques, un des positionnements qui prend plus vite que les autres, peut-être rédiger un deuxième, un troisième. Si vous voyez que tout ça continue de se développer, moi, mon process, c'est d'isoler, entre guillemets, ces produits-là. Soit vous les archivez sur Amazon, soit vous les laissez, parce que ça reste un revenu passif qui mange pas de pain. Et vous faites un site à part, vous créez, vous reprenez les produits, les sujets, etc., les livres, peut-être améliorer quelque chose au niveau de l'image de marque, des couleurs, tout ça, et vous les lancez sur un site à part, et là vous pouvez envoyer du budget sur Facebook Ads parce que vous avez eu des insights positifs sur Amazon. Ça, c'est mon process. Ça, vous le voyez, ça se fait soit en 2 temps avec Amazon KDP, soit en un seul temps où vous restez sur Amazon et où vous avez un petit peu la stratégie du bulldozer où vous créez en masse des livres. Sur Amazon, vous avez aussi la possibilité de les lancer sur un même compte avec la même marque dans différents marchés. Vous pouvez le faire en anglais, vous pouvez le faire en espagnol, etc. Selon moi, c'est pas la meilleure des méthodes. On fantasme un petit peu l'internationalisation et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Très clairement, le livre qui se vend super bien en France, vous avez absolument aucune garantie qu'il se vendra très bien en Allemagne ou en Espagne. Chaque pays a ses us et ses coutumes. Ils sont tous sensibles à des choses différentes. Donc, pour moi, il faut pas trop le fantasmer, ce côté international, et il faut plutôt se concentrer sur la création d'une marque. Aujourd'hui, c'est clairement le truc qui fait la différence. Il y a ceux qui vendent des PDF et des Kindle sur Amazon et ceux qui ont une vraie marque, un vrai positionnement et qui vendent des solutions, qui vendent du contenu à des passionnés sur des thématiques précises. Et clairement, il vaut mieux être dans la deuxième catégorie pour réussir. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur comment est-ce qu'on devient l'expert de sa niche, comment est-ce qu'on choisit sa niche, les étapes qui découleront je dirais, de testing qui sont positifs. Une fois que vous avez validé votre thématique, votre positionnement, etc., à mon sens, c'est d'avoir un site en propre avec votre marque et de build up dessus, c'est-à-dire on améliore le SEO, on fait un blog, euh, on crée une base mail, on distribue un lead magnet, on pousse sur les réseaux sociaux, etc. Et on crée tout cet écosystème qui va être qui va avoir énormément de valeur et qui va nous permettre de capitaliser, de développer une vraie marque que les gens pourront reconnaître. Et on s'arrête pas uniquement à je vends des PDF. Voilà, clairement, vous vendez pas des PDF, vous vendez de toute façon des livres, des manuels, des guides, etc. C'est le discours que je répète un peu tout le temps, honnêtement, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Vous vendez pas des PDF, les gens ils achètent pas de PDF, de toute façon ça n'a aucune valeur pour eux. Ils achètent un livre, ils achètent une to-do list, une checklist, peu importe, mais pas le mot PDF. C'est entre nous, techniquement le produit qu'on vend c'est un PDF, mais pour le client, à ses yeux, ça doit absolument pas s'arrêter à ça. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent éventuellement voilà, se lancer là-dedans, qui savent pas trop comment s'y prendre, avant que j'oublie, vous avez la possibilité de télécharger mon template de prompt que vous pouvez balancer à ChatGPT pour qu'il vous rédige un livre de A à Z. Je vous montre les prompts que je tape pour trouver une idée de thématique, une idée de sujet de livre, la structure du livre et comment est-ce qu'on rédige avec ChatGPT toutes les parties de votre livre. Ça vous permettra de gagner énormément de temps et j'espère que ça aidera certains débutants qui hésitent un petit peu à se lancer ou qui ont trouvé une idée sur l'outil Exploding Topic que j'ai pu vous partager, qui savent pas trop comment s'y prendre pour le rédiger. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté un petit peu de valeur. N'hésitez pas à me faire vos retours par message privé sur Telegram si vous me rejoignez là-dessus.
Sur Instagram aussi, je suis beaucoup moins actif, mais vous avez la possibilité de me contacter, je répondrai forcément. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de me tenir à un épisode par semaine. Si l'épisode vous a plu, vous savez, vous connaissez la chanson, hein, laissez un avis, partagez le podcast, ça m'aidera beaucoup, ça me permettra de me référencer. Je pense que je suis même convaincu que le business model de la vente d'e-book a énormément de valeur, a encore un bel avenir devant lui, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà, et j'espère que si ça vous a plu, vous pourrez entreprendre ces deux petites actions qui vous prendront à peu près 2 minutes chrono, je pense. Voilà, merci à tous et bonne soirée.